bien, bonjour à tous et merci à la mêlée de recevoir Med6 ici aujourd'hui. Donc, je m'appelle Clément Bonnet, je suis consultant en cybersécurité pour Med6 et je vais aujourd'hui faire une présentation que l'on peut lancer directement concernant la sécurité dans le cloud. Donc, ça va être une présentation relativement théorique dans un premier lieu, puis un petit peu plus technique. Mais aucun problème là-dessus, je vais essayer d'être assez explicite pour ne perdre personne avec ça. Donc avant tout, je vais quand même hop, je vais présenter la société Med6. Alors un instant. Ah, ok, super. Donc Med6, dont vous voyez les contacts pour l'agence toulousaine, à savoir Mélanie Ben qui est responsable RH, hop, et Anthony Moyic, directeur d'agence sur Toulouse. Donc Med6, c'est une société de services dont les agences sont de plus en plus déployées en France. Donc on a Paris, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Aix-en-Provence qui va bientôt ouvrir. On est 250 collaborateurs, c'est un chiffre qui est amené à croître de plus en plus, puisqu'on a de plus en plus de clients, que ce soit des clients grands comptes ou des clients qui soient des petites entreprises ou des startups. Et l'avantage pour nous, c'est qu'en tant que société de service, on a des projets qui sont relativement variés et, généralement c'est quelque chose qui plaît à tout le monde. Donc en ce qui concerne nos activités, on a dans un premier temps la cybersécurité. Donc c'est moi qui me charge de ça sur Toulouse. On a ensuite la Digital Intelligence and Data. Donc c'est tout ce qui est relatif aux services liés à l'intelligence artificielle, pardon, ou au machine learning. Donc entre autres avec les services Azure Cognitive Services de Microsoft. On a Modern Workplace qui vise à moderniser l'environnement de travail avec tous les outils modernes dont on peut avoir besoin en entreprise. Infrastructure Services qui vise à gérer, déployer, monitorer tous les éléments d'infrastructure dont on peut avoir besoin dans l'entreprise. Business Platform qui permet aux entreprises d'optimiser leur business, notamment avec des technologies comme Power BI, qui leur permet d'avoir des ressources, des données sur leurs activités, etc. Et on a Managed Services, qui est tout simplement l'accompagnement où Med6 gère les services des clients. Donc les offres s'articulent autour de audit, puis conseil, puis intégration, si les entreprises le souhaitent. Et on a 3 types d'offres qui sont les services managés, comme j'ai dit juste avant, l'assistance technique et les projets au forfait. Donc en ce qui concerne la cybersécurité un peu plus précisément, on va avoir dans un premier temps une practice, un domaine qui est celui du pentest et des audits. Ça va arriver pas au point avec la télécommande, mais ça va être ok. Ok, super. Du coup, pardon, on a une offre de pentest slash audit. Donc c'est des audits qui sont et des pentests qui sont au niveau applicatif, au niveau réseau et sur des environnements qui sont très variés. On a ensuite une offre de SOC qui est basée à Tours, avec nos analystes qui sont également basés à Tours. Donc entre autres avec la technologie Azure Sentinel, mais aussi avec d'autres technologies. On a également l'intégration de solutions, comme je le disais tout à l'heure, avec par exemple Alcide, qui permet de sécuriser l'Active Directory, RaidSecure pour sécuriser les mails, et on intègre aussi tout type de services sur Azure et Microsoft. Et enfin, on a aussi une offre de formation et conseil, comme on peut avoir besoin d'un RSSI à la demande, on peut proposer des choses comme ça. Et donc en général, c'est quelque chose qui est relativement apprécié par les clients, puisque sur ces sujets de sécurité, en plus de chercher à être sécurisés, les clients cherchent en général à comprendre et nécessitent par conséquent certaines formations. Donc la présentation va s'articuler autour d'une première partie qui va être un petit peu théorique, qui est la sécurité dans le cloud. Ensuite, on va s'appuyer sur un cas réel de pentest que je vais présenter. Je vais regrouper en fait 2 cas qu'on a eu dans 2 pentests différents. Je vais les regrouper pour faire un scénario qui soit réaliste et qui présente un peu comment on peut outrepasser les mesures de sécurité du cloud. Ensuite, je présenterai comment remédier à tout ça et on gardera un petit peu de temps à la fin pour des questions.
Donc on va commencer avec la première partie, la sécurité dans le cloud. Donc ce que je vais présenter là, c'est relatif à n'importe quel cloud service provider. Donc on a les trois géants qui sont Google, Amazon et Azure. Et la question qui se pose à chaque fois pour chacun de ces cloud providers, c'est la question forcément de la sécurité qui est au cœur des débats. Et donc la question que je pose, c'est est-ce que les clouds sont sécurisés aujourd'hui? Alors on se doute un petit peu de la réponse, puisque je suis là pour en parler, mais on va voir à travers quels éléments ça peut être défini. Alors ça arrive. Ok. Donc dans un premier temps, on a trois scénarios d'utilisation du cloud. Le premier scénario, c'est le scénario de la migration complète vers le cloud. Donc en fait, ce sont des scénarios où il y a des entreprises qui souhaitent complètement utiliser les services du cloud euh, et, euh, et ne plus avoir aucun serveur ni aucune infrastructure on-premises. Donc ça implique en termes de sécurité plusieurs problématiques. La première, c'est la problématique de la migration de la politique de sécurité, puisqu'on va avoir des technologies qui, bien que dans les grandes lignes, doivent respecter la sécurité de la même manière, vont quand même techniquement être très différentes et impliquer des problématiques techniques qui sont également différentes. Donc ça nécessite des adaptations des processus, une mise en conformité au niveau des standards qu'on peut avoir. Et finalement, ça nécessite de nouvelles compétences, puisque que ce soit en faisant appel à des sous-traitants tels que Medsys ou en faisant de la formation ou de l'auto-formation en interne, les nouvelles compétences sont indispensables puisqu'on a de nouvelles technologies à portée de main. Le second scénario, c'est une migration partielle vers le cloud, et ça implique que les entreprises aient un lien entre leur infrastructure on-premises et jusqu'au cloud. Donc ce lien, c'est un nouvel élément à sécuriser, et par ce lien vont peut-être passer des informations qui sont relativement sensibles. Donc c'est un point d'attention qui doit être prioritaire dans le contexte du cloud. De la même manière que pour une migration complète vers le cloud, on a également une migration de la politique de sécurité, puisqu'on va utiliser des technologies nouvelles basées dans le cloud. Et on a également une adaptation des processus, en plus de la mise en conformité, comme je le disais tout à l'heure. Et pour finir, on a un dernier cas qui est celui non pas de la migration, mais de développement initial dans le cloud. C'est le cas en général pour les entreprises qui sont assez jeunes, pour les startups par exemple. Et donc à ce moment-là, on va directement définir la politique de sécurité dans le contexte du cloud, donc il n'y aura aucune adaptation à faire là-dessus. Et la définition des processus également dans le contexte du cloud. Étant donné que ce sont généralement de jeunes entreprises, il est aussi question d'avoir des compétences là-dessus pour pouvoir prétendre avoir une sécurité de ce nom. Donc, plus précisément, on a trois points clés dans la sécurité sur le cloud qui reviennent. Ce sont l'identité, qui on va le voir est quelque chose de primordial. On a ensuite la gestion des services qui sont infrastructure as a service, donc les services IaaS, les services IaaS. On a également les services dits SaaS et PaaS, donc plateforme as a service et software as a service, qui sont des applications directement mises à disposition par les utilisateurs. Et pour finir, on va avoir la gestion de nouveaux processus, comme je le disais tout à l'heure. Donc les processus, pour donner un exemple, ça va être, je vais donner un exemple sur Azure. Il y a un service de politique de sécurité qui va être appliqué à tout l'environnement Azure et qui va par exemple mettre en œuvre des règles pour éviter de déployer tel ou tel type de service. C'est quelque chose qui est intéressant du point de vue sécurité, qui permet d'avoir une gouvernance globale. Donc pour s'intéresser un petit peu plus à la gestion des identités dans le cloud, on a ce qu'il appelle le concept de Zero Trust. Donc, comme son nom l'indique, il vise à ne faire aucune confiance aux différents utilisateurs, aux différents acteurs qui peuvent être des comptes de service par exemple, ne pas leur faire confiance dans le cloud
Et c'est basé sur ce qu'illustre le schéma suivant, à savoir un utilisateur qui est représenté par l'ordinateur ici s'authentifie auprès de la plateforme de cloud. Et cette identité va être conservée, et à chaque fois que cette identité va chercher à accéder à une ressource, on va avoir un élément qui va permettre de faire un contrôle d'accès selon plusieurs critères, ça dépend des services proposés par chaque cloud provider. Et à partir de là, en fait, on va, à chaque fois qu'on va accéder à une ressource, on va contrôler l'identité. Et c'est l'essentiel, le cœur même de le contrôle d'accès sur le cloud, puisqu'il n'y a pas, comme sur des réseaux on-premises, une segmentation du réseau pour accéder à la plateforme, par exemple. Donc c'est ce concept de Zero Trust qui est un buzzword, mais qui au final respecte des principes de sécurité qui sont définis depuis déjà bien des années, qui sont appliqués depuis tout. Et comment est-ce que cela fonctionne? C'est basé sur le principe de Role-Based Access Control, ou RBAC. Donc c'est utilisé, je ne connais pas tous les providers de cloud, mais on va dire dans 90% des cas. Donc on a tout simplement plusieurs rôles qui sont définis, un ensemble de rôles, avec un rôle A, un rôle B, un rôle C, un rôle D dans cet exemple. Et à chacun de ces rôles est associé un ensemble de permissions, donc R pour read, W pour write et RW pour read-write. Et en fait, ces permissions sont également associées à un objet. Donc tout simplement, un rôle va être un ensemble de permissions qu'on applique à un ensemble d'objets. Et lorsqu'on souhaite donner des permissions à des personnes, à des sujets, on va leur affecter un rôle. S'ils n'ont pas de rôle, ils n'auront aucune permission par définition. Et ce concept-là constitue l'essentiel contrôle d'accès, et c'est quelque chose qu'il faut absolument maîtriser dans le contexte du cloud. En ce qui concerne la partie infrastructure et réseau, et aussi ça c'est passe, je montre cette image d'architecture qui permet en fait d'illustrer la complexité de ce que peut être une architecture dans le cloud. Donc on a des services qui sont à différents niveaux de responsabilité entre le client, entre l'entreprise et le cloud service provider. On a différents services qui sont configurables de diverses manières. Et en fait, dans tout cet environnement-là, il y a forcément des paramètres de sécurité auxquels il faut s'intéresser et qui, s'ils sont délaissés, pourront amener l'entreprise à tout simplement avoir des vulnérabilités. Donc, pour donner un exemple de ce qu'il faut mettre en place, on a un service qu'on voit, qui est illustré en tout cas sur l'architecture, qui est un Azure Load Balancer. Il y a deux types de licences pour ces produits-là. Le type de licence basique ne propose pas de sécurité en termes de filtrage, alors que le licensing standard, donc au-dessus, cher forcément, propose des règles de filtrage au niveau réseau. Donc juste avec cet exemple-là, on peut déployer un service sur le cloud qui ne soit pas sécurisé. Et il faut s'intéresser un peu plus en détail pour avoir ce genre d'informations. Et donc pour finir, on a nécessairement, comme je disais tout à l'heure, les processus. Donc une première chose à gérer dans les processus du cloud, c'est la gestion du budget. Pourquoi? Parce que le budget, plutôt que d'avoir du front cost, ce qu'on appelle le front cost pour des infrastructures on-premises qui visent par exemple à acheter un firewall, à dépenser 20 000 € d'un coup, on va avoir une facturation qui est généralement mensuelle ou qui est progressive en tout cas. Et donc, ça amène les entreprises, en tout cas les dirigeants des entreprises qui ne sont pas forcément renseignés sur ces sujets-là, à baisser drastiquement les budgets au niveau de la sécurité, au niveau des infrastructures, pour pouvoir, puisqu'on va utiliser le cloud. Donc, le cloud est connu pour proposer un avantage économique, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut drastiquement baisser le budget, puisque ça pourra causer un problème au niveau des équipes opérationnelles. On a un second sujet important qui est l'architecture et la maintenance de cette architecture. Donc ça reprend ce que je disais tout à l'heure avec différents types de services, différents licensing pour ces services-là. Et il est important de maintenir ces services à jour en fonction de ce qui est nouvellement proposé sur le cloud, puisque ce sont des infrastructures qui évoluent assez rapidement. Et pour terminer, on a forcément la gestion des identités. Donc ça reprend en fait tout ce que j'ai dit juste avant. Et c'est important au niveau organisationnel de l'entreprise d'avoir une définition documentée, donc papier entre guillemets, sur un document que tous les administrateurs ont accès, pour pouvoir gérer ces identités de manière précise et reporter ce qu'on a défini dans l'environnement du cloud. Donc finalement, pour répondre à la question, quand on voit tout ce qui est impliqué dans la sécurité sur le cloud, la réponse est bien évidemment ce cloud est-il sécurisé? La réponse est bien évidemment non. Et on va voir ça avec un cas pratique.
à propos d'une application que j'ai développée spécialement pour cet événement. Donc ce qu'on va voir avec cette application, on va supposer que c'est une application qui est une plateforme liée à l'enseignement de toutes les techniques de piratage, d'ethical hacking. Et en fait, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va énumérer les fonctionnalités de cette application. Donc c'est une application volontairement très simple, à titre d'exemple. On peut imaginer quand même en réalité des applications un petit peu plus complexes. Donc on a une page d'accueil avec un login possible. Alors forcément, en tant que pentester, on ne connaît pas forcément le login, on n'a pas d'informations du tout dans ce cadre-là. On a un formulaire de contact, ce qui est plus simple, et une page About qui explique un petit peu ce que fait le site web. Il nous dit surtout qu'il y a un mode d'inscription qui est premium, donc les membres vont payer pour pouvoir accéder à des fonctionnalités supplémentaires. Donc en tant que pentester, dans un premier temps, on va forcément s'intéresser à la page de login et on va voir que dans un premier temps, le format de l'identifiant ne semble pas être un format qui est simplement une chaîne de caractères, mais semble être un format qui est un petit peu plus complexe. Et donc pour regarder comment ça fait très simplement, on va aller dans le code source de la page et on va s'intéresser au champ input, qui est en fait le champ qui est éditable, le champ de texte que l'on peut éditer pour rentrer l'identifiant, et on va voir un tag pattern qui permet de définir quel pattern doit respecter l'identifiant. Donc dans ce cas-là, il s'agit de 3 lettres suivies, 3 lettres majuscules, suivies de 3 chiffres. Donc on peut faire des tests pour voir si le petit encadré rouge s'en va, et effectivement, quand le pattern est respecté, l'identifiant s'en va. Le problème dans ce contexte-là, c'est que bien qu'on ait le format de l'identifiant, on ne connaît ni un identifiant valide, ni un mot de passe valide. Donc pour ça, on va aller voir un petit peu plus en détail dans le code source, qui va receler nécessairement des informations utiles, puisque les applications qui sont dynamiques ont tendance à stocker beaucoup de code du côté du client et relativement peu du côté du serveur, en termes de fonctionnalité et de menuing. Donc en fait, en inspectant le code source, on voit une partie d'un script qui dit que si on est authentifié avec la variable authenticated, pour le dire en anglais, on voit qu'il y a un test sur cette variable. Donc cette variable est initialement affectée, on lui affecte initialement la valeur 0, puis on regarde si elle est égale à 1, forcément elle ne l'est pas, et donc on ne peut pas on ne peut pas exécuter la suite du script. Donc ce qu'on va faire dans ce contexte, c'est poser un point d'arrêt dans le code JavaScript, c'est-à-dire qu'on va stopper le code JavaScript au moment de son exécution. On fait ça en rechargeant la page. Et donc là, le code est stoppé. Et en survolant la variable authenticated, on va pouvoir voir que sa valeur est de 0. Donc forcément, le test va échouer. Et notre but, c'est de modifier cette valeur-là. Donc on peut aller pour ça dans la console qui est fournie par le navigateur. En l'occurrence, il s'agit de Firefox, mais c'est la même chose pour les autres navigateurs. Et donc on affecte la valeur 1 à la variable authenticated. Et on va voir qu'en survolant la variable, elle est désormais égale à 1 et qu'on exécute le script. Qui fait quoi? Qui nous donne une nouvelle fonctionnalité, qui est la fonctionnalité de subscribe. La fonctionnalité de subscribe, c'est écrit en présentation dans la page. C'est une fonctionnalité qui va permettre aux membres premium d'avoir accès de souscrire à la réception d'un magazine mensuel qui est gratuit puisque ces personnes payent déjà un abonnement premium sur la plateforme d'enseignement. Donc on rentre des valeurs aberrantes, des valeurs pour voir comment se comporte l'application, et c'est ce qu'on ferait également pour le formulaire de contact. Et on va utiliser un outil très important qui s'appelle Burpsuite, qui est utilisé pour tous les pentests web ou pour le bug bounty en général. Et cet outil va nous permettre d'intercepter la requête juste avant qu'elle aille sur Internet. Alors, qu'est-ce que ça nous permet de voir? Ça nous permet de voir que juste en cliquant ici sur Send, on ne le voit pas en tant qu'utilisateur lambda, mais il y a une requête qui est en réalité envoyée, qui est la suivante. C'est une requête HTTP, sans rentrer dans les détails, on voit que cette requête HTTP va être faite à une URL qui est API/subscribe/1303. Et on y envoie les informations qu'on a rentrées précédemment, à savoir l'identifiant, le nom, le prénom, etc. Et donc, juste après avoir envoyé les valeurs que l'on souhaite, on va pouvoir arrêter l'interception et donc envoyer cette requête au serveur web.
Et donc ce qui nous intéresse finalement, c'est le lien qu'on a vu, donc API/subscribe/1003. Euh, et en fait, on va voir qu'on peut retrouver les données qu'on vient de rentrer à cette URL ici. Donc ça, c'est quelque chose qui, en tant qu'utilisateur non authentifié, ne devrait pas être possible, puisqu'on accède à des données qui sont personnelles. Et puisqu'on est un peu malin, ce qu'on va faire, c'est que on va changer l'identifiant qu'on a ici. Parce qu'on suppose que, puisque nous, on est le numéro 1303, on suppose qu'il y en a eu 1302 avant. Et donc, on peut contrôler ça très rapidement. Et effectivement, on a accès à des données euh, qui ici sont des données personnelles, puisqu'on a une adresse, un numéro de téléphone, qui permettent d'identifier uniquement une personne, et donc c'est sanctionnable par la CNIL à hauteur de, si ma mémoire est bonne, de 100 000 euros d'amende et 5 ans d'emprisonnement pour une divulgation involontaire d'informations. Et donc en fait, si on est encore un petit peu plus balai, on va se dire, le premier identifiant, ça va être un identifiant de test que les administrateurs ont utilisé à titre de tester la fonctionnalité. Et c'est ce qu'on voit effectivement avec un compte qui s'appelle intégration@fsociety.com, avec un identifiant qui est de AAA000, et qu'en fait on va pouvoir utiliser. Pourquoi? Pour essayer de se loguer dans l'application. Donc en fait, à ce moment-là, ce qu'on doit faire en tant que pentester, c'est une tentative de brute force, une attaque par dictionnaire qui consiste à envoyer des dizaines, voire des centaines de requêtes à la seconde au serveur, en essayant à chaque fois de passer un mot de passe qui soit différent. Et souvent, dans ce genre de contexte, vu qu'il s'agit d'un compte utilisateur de test, ça va être quelque chose qui va être un peu laissé de côté, malheureusement, et on voit que le mot de passe en fait est fsociety 2020, point d'exclamation. On pourrait croire que c'est un mot de passe qui est complexe puisqu'il y a une majuscule, une minuscule, plusieurs minuscules, euh, des chiffres et un caractère spécial. On pourrait croire que c'est un mot de passe qui est complexe, mais en réalité il ne l'est pas du tout, puisque quand on génère un dictionnaire de mots de passe, on prend en compte le nom de l'entreprise, le nom en cours, on essaie de mettre des caractères spéciaux de partout pour justement essayer de trouver ces mots de passe. Donc rapidement pour résumer ce qu'on a vu, euh, on va voir les différents éléments qu'on a vus. Donc on a énuméré les fonctionnalités. Donc c'est passer par la page de contact, la page de subscribe, essayer de trouver les fonctionnalités un peu cachées qu'on a comme ça. On a également analysé le code pour découvrir la fonctionnalité de subscribe, qui est gérée par une variable d'authentification côté client, ce qui ne devrait pas être fait. Et on a finalement tempéré, donc intercepté les requêtes avant de les envoyer sur Internet, pour pouvoir récupérer des données. Donc à partir de là, on n'est pas compliant, on n'est pas conforme avec la loi RGPD. Ça constitue déjà quelque chose qui est dangereux pour les entreprises, puisque ça touche à leur image, à la sécurité de leurs utilisateurs et à leurs finances, puisqu'elles peuvent être forcément sanctionnées. Les erreurs qui ont été faites en ce qui concerne cette application-là, ça va être tout d'abord, comme je le disais, l'autorisation côté client. On va également avoir ensuite un manque de contrôle d'accès, puisque on a pu accéder à une URL qui était API/subscribe, alors qu'en tant qu'utilisateur lambda, on n'aurait pas accès à ça. Et c'est donc une erreur de conception qui est majoritairement à la source de ce genre de vulnérabilité. Ensuite, ce qu'on a fait dans une seconde partie, c'est qu'on a utilisé les données qu'on a trouvées à l'adresse API/subscribe pour pouvoir créer un dictionnaire de mots de passe qui se fait, soit dit en passant, à raison de une génération de centaines de milliers de mots de passe par seconde. Et donc en utilisant des techniques de brute force, on vise à compromettre l'application. On a des outils que je n'ai pas cités qui sont par exemple THC Hydra ou Patator qui permettent de faire ce genre d'intrusion. Et maintenant, on va passer à une autre partie. Donc, on va supposer dans la continuité de notre scénario. Ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser les erreurs pour cette seconde partie. Dans un premier temps, forcément, on a une base de données qui n'est pas assainie, puisqu'on va trouver un compte utilisateur, un compte de test, pardon, disponible, qui est intégration@society.com. Un mot de passe qui est faible, comme je le disais tout à l'heure, et un manque de contrôle d'accès, puisque l'URL ne devrait pas être accessible. Et donc, dans un second temps, ce qu'on va faire,
c'est supposer que le compte intégration @fsociety.com va être utilisé également pour accéder à la plateforme Azure. En fait, en tant que pentester, ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser ce compte, et puisque le mot de passe va être également réutilisé, alors on va pouvoir utiliser ce compte-là pour se connecter à la plateforme Azure. Juste une courte parenthèse, le cas que j'ai présenté en termes de pentest web est un cas qui est particulièrement facile, ça se passe pas vraiment comme ça dans la réalité, c'était simplement pour illustrer les propos. Une application qui est très light forcément, puisqu'on a très peu de fonctionnalités. On aurait pu par exemple également tester la fonctionnalité d'inscription, qui peut être en général laissée de côté. Donc c'est beaucoup plus long en réalité, et on a une méthodologie qui est ici irréaliste, puisque je vais directement aller à l'essentiel. Mais normalement, on suit quand même une méthodologie pour veiller à ne laisser de côté aucune éventuelle vulnérabilité. Et donc, on va directement passer cette fois-ci à la partie cloud. Donc, on retrouve ici l'interface de Azure avec en haut à droite, donc il devrait y avoir écrit intégration @society.com. J'ai utilisé sur mon instance personnelle de Azure un compte utilisateur qui est Jobstick. Donc ce qu'on va faire quand on est une première fois, quand pour la première fois on se connecte sur un environnement Azure pardon, qu'on ne connaît pas, la première chose à faire, ça va être d'aller voir du côté de l'Azure Active Directory qui permet de gérer les rôles privilégiés, les rôles d'administration. Donc notre objectif, ça va être tout simplement d'aller regarder notre propre compte et de regarder si des rôles lui ont été affectés pour voir ce qu'on peut faire. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec Azure, on peut faire complètement abstraction de toute cette interface qui peut peut-être paraître complexe en premier lieu. Simplement retenir l'essentiel, à savoir que en l'occurrence pour ce compte-là, je n'ai pas eu de privilège particulier, de privilège administratif. Une seconde chose qu'on va faire, c'est regarder à quel groupe est-ce qu'on appartient. Puisque, pour rappel, sur les environnements gérés par des rôles, on peut également affecter des rôles à des groupes. Et donc là, on a vu en fait que j'appartiens à un groupe qui est All Users, on revoit ici. J'appartiens également au groupe Dev, et il y a deux groupes auxquels je n'appartiens pas et qui peuvent être un petit peu plus intéressants, ce sont le groupe Finance et le groupe Human Resources. Très bien pour ce côté-là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est aller voir les rôles et les permissions que l'on a du côté de la subscription. Pour information, la subscription dans Azure, qu'est-ce que c'est? C'est un conteneur logique qui va contenir toutes les ressources qui ont un cycle de vie assez similaire. On peut avoir une souscription à l'échelle d'un projet, par exemple. Et donc, on va avoir des droits qui vont également être assignés au niveau de cette souscription. Et donc, ce qu'on voit ici, sur la partie droite, c'est la liste des rôles, des rôles qui ont été affectés. Donc, on va voir, en descendant un petit peu, qu'on a le rôle reader sur le groupe All Users. Donc, nous faisons partie du groupe All Users avec notre compte utilisateur, et on a, un rôle en lecture sur l'ensemble de la souscription. Donc, un rôle en lecture sur l'ensemble de tous les éléments qui composent la souscription. Donc, on peut avoir des centaines de VM, des centaines d'applications web, etc. On peut lire tout ça. Et parmi ça, il y a quelque chose qui est très intéressant d'un point de vue d'un attaquant, c'est d'accéder au service Security Center, qui est un service dans Azure qui va regrouper toutes les recommandations de sécurité qui sont faites dans l'ensemble de l'environnement cloud. Donc forcément, c'est du pain béni pour un attaquant d'avoir ce genre de permission, puisque plutôt que d'aller chercher une à une toutes les potentielles vulnérabilités, elles vont toutes être listées dans Security Center. Et donc, sans rentrer dans les détails de la solution, on va avoir une liste d'items comme ça, que les administrateurs doivent normalement vérifier et corriger. En l'occurrence, il y a beaucoup de rouge, forcément, c'est mauvais signe. Donc ça, c'est une première vulnérabilité, disons. Mais dans un second temps, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'accéder au groupe finance qu'on a vu tout à l'heure. Et pour ça, on peut accéder à ce que Microsoft appelle l'Access Panel, qui est une interface telle qu'on la voit ici, avec le profil de l'utilisateur. On peut accéder à différentes applications, et en l'occurrence, deux applications, dont une application qui est appelée Groups, qui est disponible également ici.
et qui va permettre à l'utilisateur de voir la liste des groupes, de pouvoir rejoindre des groupes, etc. Donc en voulant rejoindre des groupes, on voit qu'on a des groupes auxquels on appartient déjà, qui sont All Users et Dev, et on a Finance et Human Resources. Une différence entre ces deux groupes, c'est que le groupe Human Resources, on ne peut pas le rejoindre parce que c'est un groupe privé. Donc ce sont seulement les utilisateurs qui ont été invités dans ce groupe qui peuvent accéder aux ressources qu'il contient. Et le groupe Finance, en revanche, on peut voir qu'il y a un bouton qu'il n'y avait pas pour Human Resources, qui est le bouton Join Group. Mais l'attaquant ne va pas faire ça. Pourquoi? Parce que quand on passe par cette interface pour essayer de rejoindre un groupe, en fait, on va envoyer un message de justification qui va être envoyé par mail au propriétaire du groupe. Donc s'il n'est pas le propriétaire du groupe, ce n'est pas problématique. Mais s'il y a un propriétaire, il va recevoir un email qui va lui permettre de voir que un tel est rentré dans un groupe qui n'a rien à faire ici, donc ça va pouvoir lui permettre de remédier à cette anomalie. Et ce qu'on peut faire en fait en tant qu'attaquant, c'est aller directement dans le groupe finance et s'y mettre à l'intérieur. Alors ce n'est pas dans cette interface qu'on voit à l'heure actuelle, c'est dans l'interface des utilisateurs. Donc puisque moi, utilisateur, je peux me voir dans l'interface, je peux modifier certaines propriétés me concernant, et je ne peux pas modifier les propriétés des autres. Et puisque je suis moi, d'une certaine manière, je vais pouvoir modifier certaines choses. Donc ici, en fait, je vais pouvoir directement m'intégrer dans le groupe finance, et on voit qu'on a un message successful en haut à droite. Et si j'essaie de faire la même chose pour Human Resources, étant donné que c'est un groupe qui est privé et non public, on voit une impossibilité de rejoindre ce groupe. Et donc en fait, si on retourne sur l'Access Panel qu'on avait tout à l'heure, et qu'on actualise la page, ça va être synchronisé. Et on va voir que sur la partie finance, on a rejoint le groupe. On voit les membres à droite. Donc on a notre compte utilisateur qui est bien dans ce groupe. Et ce qu'on va pouvoir faire également, ce que je veux souligner, c'est que bien qu'on crée un groupe, on peut le restreindre si on met un groupe public, si on crée un groupe public, même sans le joindre, les utilisateurs peuvent accéder à certaines ressources, comme les ressources SharePoint, qui peuvent contenir des informations sensibles, comme on va le voir maintenant. Donc en fait, on peut imaginer que ce groupe finance contient des informations forcément relatives à la finance, et tout type de fichiers qui peuvent être intéressants d'un point de vue d'un attaquant pour faire chanter l'entreprise, pour divulguer des informations qui peuvent s'acheter à un certain prix chez certains concurrents, etc. Donc ici, on a un fichier Excel qui s'appelle Passwords, et bien que ça puisse paraître être une pratique qui est aujourd'hui plus du tout faite, en réalité c'est un cas réel qui est vraiment fait, et ce que j'avais même vu, c'est que, ce qui a même failli m'avoir, c'est que on a des mots de passe qui étaient dissimulés en cachant des lignes dans Excel. Donc voilà pour cette présentation en ce qui concerne la partie cloud et en ce qui concerne ce qu'on peut faire dessus. Alors forcément, il y a beaucoup de moyens de remédier à ce genre de choses. Et donc pour résumer ce qu'on a fait, c'est que dans un premier temps, on a accédé à des données qui sont métiers, donc des données métiers qui étaient concernées la finance, grâce à l'authentification en tant que integration@fsociety.com. Pourquoi ça a pu être fait, par exemple? Ça a pu être fait parce qu'il n'y avait pas d'authentification multifacteur. Une erreur, ça a été de mettre le rôle de reader sur l'ensemble de la souscription, ce qui est à bannir pour les raisons que j'ai listées précédemment. Et puis finalement, comme je l'ai montré, on a pu accéder au service SharePoint en se basant sur des groupes qu'on peut également acquérir. On peut également acquérir ces informations sur les groupes en passant par des lignes de commande, qui sont généralement beaucoup plus utilisées que ce que j'ai montré pour la vidéo. Et donc voilà. Au final, on a accès à des informations sensibles qui, en l'occurrence, mettent complètement à mal et la sécurité de l'entreprise, et son image, et donc son aspect, sa manière de prospérer financièrement. Et donc ce qu'on va voir dans une prochaine partie. Ah oui, encore une fois, les erreurs, bien sûr. Donc les erreurs que j'ai déjà résumées. Les utilisateurs sont leaders sur la subscription. Ils ont également accès au portail, puisque en fait on peut prévenir l'accès au portail d'administration pour éviter de modifier des informations. Donc, par exemple, si l'erreur 2 avait été corrigée en tant qu'utilisateur, je n'aurais pas pu me mettre moi-même dans le groupe
Dans le groupe finance, les utilisateurs ont accès à l'application groupe sur le portail d'accès. Ça aussi, c'est une petite erreur qui peut être contournée même si on la corrige. Et pour finir, les groupes sont publics et c'est la plus grosse erreur qui a été commise dans ce cas-là. Et donc, ce qu'on va voir pour finir, c'est la remédiation dans ce genre de contexte. Et la remédiation s'appuie en réalité, un peu comme je le disais en introduction en ce qui concerne la sécurité dans le cloud, ça va s'appuyer sur les grands principes de sécurité qui sont les mêmes dans tout type de contexte. Je parle hors contexte militaire par exemple. Et je parle des grandes règles de sécurité que chacun devrait appliquer. Donc forcément, ça va passer par des choses comme le hardening de la configuration des utilisateurs, la configuration des groupes, des comptes de stockage, des databases, des VM, du réseau. Donc on a énormément de choses à voir. Et ça peut être vu, entre autres, grâce à des standards de sécurité comme le CIS, Center of Internet Security, ou encore le NIST, qu'on voit pas, donc c'est le National Institute of Standard and Technology, développé par le département de défense américain, qui permet en fait d'appliquer des concepts de sécurité dans les grandes données. Pour information, le CIS c'est le Azure 1.1.0 et le NIST, on peut s'appuyer sur le SP800-54 si ma mémoire est bonne. Et donc, ce qu'on va voir pour terminer, c'est comment est-ce que, avec des services Azure, on va pouvoir remédier à ce genre de sécurité, à ce genre de situation, pardon. Donc, je parlais tout à l'heure de Azure Security Center. J'en ai parlé très rapidement, je ne vais pas revenir dessus plus en détail, puisque ça implique certaines notions techniques qu'on n'est pas forcément là pour mettre en avant. On a ensuite Azure Identity Protection qui permet de faire un focus. Je vais avancer un petit peu pour montrer à quoi ça ressemble. Qui permet en fait de faire un focus sur les utilisateurs, donc sur leur façon de se loguer, par exemple, sur à propos de est-ce que ces utilisateurs, donc ça c'est Security Center qu'on voit là, est-ce que les utilisateurs font partie des bases de données qui ont fuité sur Internet et qui contiennent leur adresse email ainsi que leur mot de passe, donc est-ce que finalement leur mot de passe, qu'il soit chiffré ou non, est accessible ou pas. Et ça permet aussi donc au niveau des sign-in, au niveau des authentifications, de dire si moi je m'authentifie un lundi matin à 9h depuis Paris et que les 10 minutes qui suivent je m'authentifie à 9h10 depuis New York, forcément on a un problème, forcément c'est un comportement suspect. Et en fait ce qui va se passer c'est qu'un score, comme on le voit sur la droite de l'image, va être appliqué à chaque utilisateur. Plus le score est élevé, plus on va mettre en avant des mesures de sécurité, comme par exemple forcer l'authentification multifacteur avec 2, 3 plus de facteurs. On a également Azure Advanced Spread Protection, qui est un service qui est en réalité intégré à d'autres composants Azure, donc il n'y a pas forcément d'interface représentative. On l'a par exemple intégré à Microsoft Defender, à Azure également et à Office 365. C'est un service qui propose, c'est un service qui intègre des fonctionnalités supplémentaires à des éléments déjà existants. Et pour finir, notre exemple qui est relativement pas mal parlé de lui en ce moment, c'est Azure Sentinel. Azure Sentinel qui est le SIEM de Microsoft, dont très rapidement un SIEM, ça vise à rassembler toutes les informations possibles des différents logs, des différents composants de toute l'infrastructure, qu'elle soit cloud ou non. Ça permet de rassembler tout ça dans le but de corréler tous ces événements, d'avoir des alertes de sécurité euh, et d'y remédier tout simplement. Parce que Azure Sentinel, soit dit en passant, fait également de la réponse. Donc je vous remercie pour votre attention durant cette présentation. Je remercie encore la mêlée pour nous avoir accueillis. Pour rappel, les contacts qui sont un peu tronqués pour le recrutement sont Mélanie Bell et Anthony Moyek. Et je vous invite à poser des questions pour que j'y réponde avec plaisir. Alors, est-ce que les outils de protection du cloud dépendent d'où se trouvent physiquement les données? Alors,
pour ça, je vais exclusivement m'appuyer sur l'exemple d'Azure, parce que c'est l'exemple que je connais. Donc je répondrai pas à la question pour les autres cloud providers, bien que je pense que ce soit la même chose. Bien sûr, il y a cette notion à prendre en compte. Par exemple, on a alors j'ai perdu le nom, mais on a des lois qui empêchent d'intégrer certaines données dans certains pays. Donc forcément, ça entre en jeu dans la protection du cloud, mais les services qui sont mis en place par Azure peuvent être mis en place au niveau de différentes régions. Et la plupart du temps, pour que ce soit simplement des régions qui soient compliant avec les besoins de l'entreprise ou avec les lois, tout simplement. Euh, et je me permets aussi de rajouter qu'il y a certains services sur Azure qui, dans les premiers temps où ils sortent, ne sont pas disponibles partout. Donc d'un point de vue sécurité, ça peut être une contrainte, mais en général, du moment que ces services sont amenés à être en general release, donc en disponibilité normale, non plus en preview, alors là, ces services sont disponibles dans n'importe quelle région. Donc on a accès en fait à ces services où que on stocke les données. Et donc a priori on n'a plus pas d'autres questions. Donc je vous remercie encore pour votre attention. Je remercie également à nouveau la mêlée de nous avoir accueillis ici. Ah, on a peut-être une autre question. Donc je répète la question, c'est est-ce que Microsoft, je vais la répéter pas mot pour mot, parce que je l'ai pas retenu, mais est-ce que Microsoft propose des services de réponse je pense que c'était notamment sur la partie SIEM qui était posée la question. Euh, alors effectivement, Microsoft propose des services de réponse qui sont basés sur des informations que l'on peut qui peuvent venir d'une part de la partie identité, de la partie réseau, etc. Donc on va avoir ces services de réponse là qui sont faits avec le service Logic Apps, Azure Logic Apps, qui va être intégré à Azure Sentinel. C'est un premier exemple. On a également dans Azure Security Center, en fait, on voyait tout à l'heure tous les points rouges, les points à corriger dans Azure Security Center. Il y avait toute une liste comme ça, et en fait, ce que propose Azure Security Center pour les remédiations qui sont simples, c'est de les automatiser en cliquant sur un bouton, et c'est fait. Et pour ce qui est de la réponse à partir d'un incident, à partir d'un événement, à partir de données de temps réel, c'est effectivement Sentinel, Azure Sentinel qui s'occupe de cette partie-là, et avec Logic Apps. Voilà, donc la question était est-ce que Microsoft Azure développe des solutions de réponse autonome basées sur des données corrélatoires. Donc c'est bien, je pense que j'ai répondu à la question. L'exemple 1 que vous avez montré est vraiment représentatif de ce que vous pouvez trouver. Oui, oui, absolument, on l'a trouvé. J'ai juste pris en réalité ce qui n'était pas réaliste, enfin, ce qui n'était pas un vrai cas d'utilisation dans ce que j'ai montré, c'est que le compte utilisateur qu'on a trouvé sur l'application n'était pas le même qu'on a trouvé, avec lequel on a pu s'identifier avec lequel on a pu s'authentifier, pardon, sur la plateforme. Mais effectivement, c'est un cas d'utilisation qui est très simplifié. On n'a pas la variable authenticated comme on l'a vu de manière aussi simple, mais sur le principe, ça reste exactement la même chose. Et ça nous a exactement mené à trouver les informations qu'on a trouvées. Et c'est la même chose, je me permets de le rajouter sur le cloud avec le fichier de mot de passe qui était dans un groupe public. Et pour information également, c'était des mots de passe qui concernaient plein de tierces parties, à savoir toutes les tierces parties de communication comme WordPress par exemple, qui permettrait à un attaquant de complètement détruire l'image du site et de prévenir l'accès aussi, puisque en changeant de mot de passe, l'administrateur, donc forcément, les personnes qui pourraient accéder légitimement à ces informations ne pourraient plus le faire. Donc on a plein d'autres services que je ne vais pas forcément citer pour éviter de mettre trop d'informations là-dessus. Ok, donc je pense qu'on a fini pour les questions.
Donc merci pour votre attention, merci à la mêlée de nous avoir reçus, et je vous souhaite une très bonne journée. Et n'oubliez pas d'aller voir les autres programmations. Au revoir.